RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, a appelé aujourd'hui à voter Emmanuel Macron. Est-ce que... Bon, ce n'est pas une surprise, bien évidemment, on le savait. Est-ce qu'il y a eu un deal entre eux? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de deal. Et je pense que surtout, ce qu'on observe, c'est un sursaut républicain que je veux vraiment saluer. D'hommes et de femmes politiques qui parfois ont eu des responsabilités il y a quelques années. Dans la même journée, vous aviez Lionel Jospin et Nicolas Sarkozy qui, de manière très claire l'un et l'autre, disent que nous ne pouvons pas rester insensibles collectivement au fait que dans 12 jours se présente aux Français un choix décisif. C'est deux modèles. C'est un modèle de repli, c'est un modèle injuste, c'est un modèle inefficace que propose Marine Le Pen, et je vais y revenir. Elle présente partout un problème de pouvoir d'achat. Je vais vous dire, c'est l'héritière d'un clan qui distribue des piécettes aux Français. Ça ne fonctionne pas. Sur la TVA, ça ne fonctionne pas. Le bouclier qu'on a mis en place sur le gaz, c'est 1 200 € un peu plus tard dans le détail, par famille. La TVA de Marine Le Pen, c'est 240 économies par an. Et de l'autre, il y a un autre choix. Donc il y a un affichage, vous dites qu'il y a un affichage d'un côté et votre formule est plus... Mais on va en reparler, je vous promets. Et de l'autre, je vois Mme Pécresse, dimanche soir, de manière très responsable aussi, a dit « je voterai Emmanuel Macron ». Je remarque que dans sa famille politique aujourd'hui, un Bruno Retailleau, par exemple, n'est pas clair. Je pense que c'est précieux que des hommes et des femmes politiques qui ont eu des responsabilités, ou qui en ont aujourd'hui, puissent clairement dire aux Français qu'évidemment, il y a un débat politique, qu'évidemment, il y a des différences entre nous, mais qu'il n'y a pas de différence quand il s'agit de défendre notre modèle républicain, notre démocratie libérale, parce que Marine Le Pen a une vision d'une démocratie illibérale, que d'ailleurs beaucoup de vos auditeurs et téléspectateurs connaissent, quand aujourd'hui, elle parle de choisir qui sont les journalistes qui peuvent lui poser des questions. Vous dites Marine Le Pen, c'est égal la Hongrie ou la Pologne, quoi. Mais vous avez vu ce qu'elle a dit sur la peine de mort. Aujourd'hui, dans notre pays, on se souvient tous de Robert Badinter. Alors, on va peut-être expliquer. À la tribune. Frédéric, oui, il faut expliquer. Elle a tenu une conférence de presse aujourd'hui sur les questions de démocratie. Et elle propose, on va y revenir à tout ça, elle propose un référendum d'initiative citoyenne. C'est un thème qu'elle a abordé depuis bien longtemps déjà. Et il lui a été demandé si, par exemple, la peine de mort pourrait être un des sujets qui serait évoqué. Elle a répondu, pourquoi pas, il n'y a pas de sujet interdit, bien qu'elle ait quand même, en préalable, dit qu'il pourrait y avoir des sujets interdits, comme par exemple désarmer la police. Est-ce qu'on peut avoir une Non, mais minute, je recontextualise, c'est tout. Vous avez bien raison. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir une minute de pensée pour Robert Badinter, qui le jour où il monte à la tribune de l'Assemblée nationale, dit, au fond, ce débat, il aura lieu une fois et une fois seulement. Il y a des débats, je pense, et je suis même certaine, qu'on ne peut pas réouvrir. Il y a des droits sur lesquels on ne peut pas revenir. La peine de mort, l'IVG, la PMA, sont des droits sur lesquels on ne revient pas. Elle a dit qu'il y aurait des sujets, en effet, qu'on ne peut pas aborder. Manifestement, la peine de mort ne fait pas partie de cela pour elle. Je trouve ça c'est comme très ça qu'il grave. faut le comprendre. Même si, pour être honnête, il faut préciser qu'à la fin, elle dit qu'elle-même est contre la peine de mort. Mais à partir du moment où vous êtes prêt à important de le débat, préciser pour être complet. Il est utile de le dire aux Français. Amélie de Montchalin, juste pour revenir un instant à Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pouvait faire autrement, qu'il pouvait garder le silence? Parce que ce dont on peut quand même aussi s'étonner, trouver surprenant, c'est qu'il n'ait pas eu un mot dans sa déclaration d'aujourd'hui, pour sa famille politique qui a vécu un naufrage terrible dimanche soir. À moins, et peut-être vous le savez-vous, à moins que sa famille politique aujourd'hui, ça ne soit plus les Républicains, mais ce soit plutôt le macronisme. Deux choses. D'abord, il y a des gens qui gardent le silence en ce moment. Il y a même des gens qui disent plus que le silence. Quand Bruno Retailleau... c'est un ancien président de la République. Quand Bruno Retailleau, président du groupe des Républicains au Sénat, c'est pas une personnalité... que les Français ne connaîtraient pas. Ce n'est pas une personnalité qui n'a pas de poids dans cette famille politique dont vous me parlez. Il est président du groupe Les Républicains au Sénat. Sa position, lui qui vient de l'extrême droite, il était dans le mouvement de Philippe de Villiers, qui dit haut et fort, en fait, qu'il votera blanc parce que l'élection de Marine Le Pen ne le gêne pas. Donc ça veut dire qu'il la soutient d'une certaine manière. Et qui empêche les sénateurs, les Républicains, de venir à une réunion de groupe au prétexte qu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Donc quand vous dites
il aurait pu faire autrement. Je peux vous dire que dans sa famille politique, il y a beaucoup de gens qui font autrement. Ce qu'on pourrait vous demander, Amélie de Montchalin, c'est est-ce que vous êtes finalement si peu sûr de vous, si peu sûr de votre candidat, de la valeur de vos propositions, pour à ce point en appeler à l'urgence, à l'impérieuse nécessité du Front républicain? Mais c'est pas le Front républicain. Excusez-moi, c'est la même chose. Mais il y a des barrages. Aujourd'hui, il y a des barrages. Les appels aux barrages. Il me semble absolument... Au fond, quand on est responsable politique, on a une responsabilité. Là, dimanche, vous savez, dans 12 jours, c'est une autre élection. Il y aura 2 bulletins dans les bureaux de vote. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'est un choix critique. Les enjeux sont majeurs. Je le redis, le programme de Marine Le Pen, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Mais on va aussi parler d'Emmanuel Macron, Amélie de Montchalin. Le programme d'Emmanuel Macron est un projet qu'il a présenté. Il a d'ailleurs dit dimanche qu'il était prêt à rassembler des hommes et des femmes, comme il le fait depuis 5 ans, qui veulent honnêtement faire avancer le pays, avec leurs différences, avec leurs sensibilités. Donc, nous, on croit dans notre projet. On pense que c'est un bon projet, que c'est un projet d'unité. Mais si on est dans l'unité, on ne va pas dire à des gens qui voudraient nous soutenir face à ce choix critique, qu'au fond, on n'a pas besoin d'eux. Moi, je pense qu'on a besoin de tous les démocrates. On a besoin de tous ceux qui considèrent que non, la France n'ira pas mieux si elle est en dehors de l'Union européenne. En fait, c'est ça que propose Mme Le Pen. Non, la France n'ira pas mieux si les recettes... Et je dis le dédain de Mme Le Pen, les mensonges. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est une grande question, c'est vrai. Oui. Mais ce que propose Mme Le Pen, c'est inefficace. Je le disais, sa mesure sur la TVA est moins efficace sur le porte-monnaie des familles que ce que nous avons fait avec le bouclier. Alors c'est peut-être que vous expliquez je vous l'explique. Pas très bien les choses. Alors, c'est aussi injuste, les propositions de Mme Le Pen. Alors, on va... Sur les impôts, par exemple. Quand elle dit on va supprimer les impôts aux moins de 30 ans. Oui. Moi, je les ai vus, des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune avocat, en réunion publique, je lui dis, mais que fait votre père? Il me dit, mon père est ouvrier. Mais comment elle fait d'ailleurs On peut supprimer les impôts pour les moins de 30 ans? Évidemment qu'on ne peut pas, constitutionnellement. Oui. Mme Le Pen nous dit, changera la Constitution. Mais je lui dis, au-delà même de savoir si ça va arriver ou pas, c'est injuste. Un fils d'ouvrier, jeune avocat, qui gagne bien sa vie, ne payera pas d'impôts quand son père en paiera. C'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Et enfin, ces mesures, elles sont aussi coûteuses et inutiles. Pourquoi Mme Le Pen pense que ce qui va améliorer le pouvoir d'achat des Français, c'est de prendre des dizaines de milliards d'euros pour renationaliser les autoroutes? Vous pensez vraiment que c'est le sujet aujourd'hui des Français? Donc, c'est une suite de mensonges qui va récupérer les classes moyennes et populaires. Elle, c'est au fond une femme qui est l'héritière d'un clan, qui avec beaucoup de dédain, je vous dis, voilà, déverse des piécettes. Et aujourd'hui, elle nous parle du peuple, elle nous parle de la démocratie. Rien de ce qu'elle propose n'est démocratique ni alors, on a entendu... Excusez-moi, mais si elle n'est pas démocratique, elle est anti-républicaine, Marine Le Pen? Mais je veux dire, est-ce qu'elle ne devrait pas pouvoir être candidate? Mais elle est candidate. Elle s'inscrit dans une élection. Donc elle s'inscrit dans le système démocratique. Bien sûr, et elle nous explique que la démocratie qu'elle veut, on choisit les journalistes, on est tout à fait dans ce monde prêt à ouvrir des débats qui ne sont pas à ouvrir, comme celui de la peine de mort. Je pense que c'est un progrès civilisationnel sur lequel on ne peut pas imaginer même revenir. Et si vous me parlez du projet du président, moi je suis prête à vous en parler. Mais on va vous en parler, mais là on ne vous en a pas parlé parce qu'on n'arrive pas. Oui, essayez de suivre un tout petit peu la trame qu'on avait prévue, si vous permettez. Alors, Emmanuel Macron, on va écouter ce qu'il a dit dimanche soir, cette petite phrase qui a intrigué évidemment beaucoup de monde. On l'écoute. Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Alors, on a envie de savoir, premièrement, à qui il parle? Est-ce que c'est à des socialistes raisonnables? Parce qu'avec les 1,4 ou 7 de Anne Hidalgo, ils ne vont pas aller loin. Est-ce que c'est la droite, ceux qui sont encore chez les Républicains sont les bienvenus chez vous? Et deux, on n'est pas un régime parlementaire, on est un régime présidentiel, donc chez nous, les coalitions... ça marche pas. Enfin, en tout cas, on ne sait pas faire. On est bien clair. Voilà. On ne va pas faire la 4e République. Pas de coalition, mais on va pas faire la 4e République dans la 5e République. Ok. Alors c'est quoi? Nous avons l'impérieuse nécessité d'unir les Français. Parce que à quelques milliers de kilomètres de chez nous, il y a la guerre. Parce que on ne peut pas accepter que notre pays se divise. Et on ne peut pas surtout accepter, d'ailleurs, que Marine Le Pen ait comme programme de diviser les Français.
On doit travailler pour les Français ruraux et urbains, jeunes ou moins jeunes, aisés ou modestes, Français depuis toujours ou Français depuis peu. Bref, on doit travailler pour tous les Français. Mais ça veut dire quoi, ça? La République, elle est une et indivisible. On ne croit pas à des blocs, on n'est pas là en train de voir où seraient les réserves de voix ou autres. Ce que dit le président, comme il l'a fait depuis 5 ans, nous n'arriverons à bâtir l'unité des Français que si nous arrivons à rassembler des hommes et des femmes de bonne volonté qui, avec leur histoire, leur sensibilité, travaillent ensemble. Pourquoi c'est décisif? Parce que vous avez en face une femme qui se présente comme étant le Rassemblement national et qui ne rassemble rien du tout. Alors attendez, parce que manifestement, vous voulez plus parler de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Non, mais vous venez de dire une chose intéressante, parce que vous venez de dire, au fond, c'est ce que Emmanuel Macron fait depuis 5 ans. Oui. Mais non, il y a une différence, c'est que dimanche soir, il a dit, je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau. Donc il ne veut pas juste refaire ce qu'il fait depuis 5 ans. Qu'est-ce que c'est cette chose nouvelle qu'il veut inventer? Il l'a dit à la Défense. Il dit, dans la Ve République, il faut qu'il y ait une majorité pour qu'on puisse gouverner. Mais il faut qu'on puisse tenir compte aussi des avis de ceux qui ne sont pas dans la majorité. Il y a des maires, des associations, des chefs d'entreprise, des citoyens, des hommes et des femmes engagés qui ne sont pas forcément sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais qui veulent servir leur pays, qui veulent être dans la construction, qui considèrent qu'ils ont un rôle à jouer. Et bien donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va construire quelque chose... réinventer la roue un peu, là, non? Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que dans notre pays, il y ait des organisations, il l'a dit sur l'école, il l'a dit sur la santé, qui nous permettent de porter des réformes très ambitieuses au service de tous les Français, en associant des hommes et des femmes qui veulent aider leur pays à tous les niveaux et pas nécessairement seulement à l'Assemblée. Et je suis bien d'accord avec vous, nous ne sommes pas une culture politique de la coalition de partis, des conciliabules de partis, des accords de coalition. Nous rassemblons, nous formons une majorité, mais nous tenons compte aussi de ceux qui ne sont pas dans l'Assemblée et qui doivent pouvoir prendre part... Jean-Luc Mélenchon, 3e force de ce pays, 22%. Il va falloir leur parler à ces gens-là. On parle aux Français. Emmanuel Macron ne va pas faire la même erreur que Jacques Chirac en 1995, qui gagne, mais qui ne parle qu'à son camp. Vous l'avez vu aujourd'hui, le président de la République, il était où? Il parle à tous les Français, à des électeurs. J'entends bien, d'ailleurs pour qui ils ont voté. Concrètement, comment il attire? Parce qu'on voit dans les intentions de vote que 30% des électeurs de Mélenchon peuvent voter pour Emmanuel Macron. Donc, pour les attirer... ces gens-là. Je vous donne un exemple. On porte le projet le plus social. Il faut attirer le chaland. Mais attendez, on porte le projet le plus social qui n'ait jamais été présenté en faisant une réforme majeure qui s'appelle la solidarité à la source, le versement à la source. Depuis des années, la gauche nous dit le système social doit passer par des grandes lois sociales. Très bien, il y a eu beaucoup de lois. Et entre les lois et la vie de ceux et celles que nous croisons partout en France, il y a une grande différence. C'est que l'accès aux droits, le fait de demander les aides, est parfois vu comme extrêmement compliqué, voire il y a des gens qui n'osent pas d'ailleurs demander les aides. Ça aboutit à quoi? La prime d'activité, 40% de non-recours. Le RSA, 30 à 50% de non-recours. La complémentaire santé solidaire, on l'a rendue automatique. Justement, le RSA, pardonnez-moi, le RSA, c'est quand même une réforme qui a fait bondir beaucoup de gens à gauche. C'est-à-dire qu'il est conditionné à des heures de travail. Oui. Est-ce que ça va être modifié? Non, ça ne va pas être modifié parce que c'est une réforme extrêmement sociale, elle aussi. De dire, on vous verse directement l'argent qui est dans Oui, mais il faut travailler, il faut avoir des heures de travail. Pouvoir public, on s'oblige à vous regarder comme une personne qui, dès la première heure, doit pouvoir avoir un parcours de formation, doit pouvoir être accompagné sur la garde d'enfants, sur des soins, sur de la mobilité. Et on s'engage à ce qu'au bout de 7 ans, il n'y ait pas seulement un tiers des bénéficiaires du RSA qui soient en emploi. Au bout de 7 ans, aujourd'hui, c'est devenu une trappe, une impasse. Donc, ce qu'on veut faire, c'est accompagner chacun. C'est verser les aides telles qu'elles sont écrites dans la loi. C'est automatiquement. C'est du coup de régler le sujet de la fraude. Il y a des gens qui découvriraient donc qu'ils avaient droit à une aide qu'ils n'avaient jamais réclamée. Et du coup, le pouvoir d'achat dont on parle, beaucoup des personnes que l'on croise, et que moi j'ai vu en tant que député dans ma circonscription, sont des hommes et des femmes qui ont des droits qu'ils n'ont pas sur leur compte en banque. Un instant, revenons sur le propos que nous avons entendu là, de dimanche soir d'Emmanuel Macron, parce que moi je voudrais bien réussir à comprendre. Et alors, aujourd'hui, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est un ex-membre des Républicains, qui aujourd'hui soutient Emmanuel Macron, enfin aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, il appelle aujourd'hui donc à un gouvernement d'union républicaine qui intégrerait des représentants des partis ayant clairement appelé à voter pour le chef de l'État au second tour de la présidentielle. Donc dimanche soir, il y a Valérie Pécresse qui a appelé à voter, il y a Fabien Roussel qui a appelé à voter, il y a Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas fait, il n'a dit pas une seule voix pour Marine Le Pen. Donc est-ce que c'est peut-être vers ça qu'on pourrait se diriger? C'est ça, cette chose nouvelle? Vous savez, le président, il fait les choses les unes après les autres. Aujourd'hui, on doit bâtir un rassemblement pour convaincre les Français que le choix qu'ils ont devant eux dans 12 jours est un choix décisif. Et on le fait avec le soutien
avec les expressions de tous ceux qui s'engagent pour la démocratie dans notre pays. Mais le choix Le jour décisif, il est d'après. entre la démocratie et la tyrannie, ou il est entre un programme qui fait avancer la France et un programme qui fait reculer la France? Oui, il est entre mais le choix de est-ce qu'on a notre place dans Sur l'Europe. quoi vous voulez finalement appuyer votre campagne? Sur est-ce que ça sert les démocratie, Français tyrannie Non, ou progrès, régression? Entre Europe ou pas Europe, entre progrès ou repli, entre est-ce que ce qu'on fait pour les Français a des conséquences positives dans leur vie ou est-ce que c'est du mensonge, de la poudre aux yeux, de l'arnaque? Est-ce que les recettes de Mme Le Pen répondent à quoi que ce soit? Avec qui Mme Le Pen va gouverner? Avec Bruno Gollnisch, avec la nièce, le père, enfin, c'est aussi des questions qu'on doit se poser. Est-ce que vous pensez, Nous, le jour d'après, Amélie de Montchalin, est-ce que vous ne pensez pas que des gens à droite, type Éric Ciotti, ou chez les Républicains, qui sont très à droite, arriveraient ventre à terre, peut-être? Mais donc, Non, la question qu'on doit se poser, c'est effectivement avec qui Mme Le Pen gouvernerait. Peut-être que c'est ces gens-là, peut-être que c'est Guillaume Pelletier, peut-être que c'est Julien Aubert, peut-être que c'est Éric Ciotti, il faut leur demander. Et puis nous, le président, il l'a dit en 2017 et on va continuer à élargir. Évidemment, tous ceux et toutes celles, il le dit, qui veulent servir le pays, qui veulent s'engager, doivent pouvoir s'engager au service du pays. Et on n'est pas aujourd'hui en train de composer ni un gouvernement, ni une coalition, ni une majorité. On fait les choses dans l'ordre. Et je pense que les Français, d'ailleurs, si on veut recréer de la confiance démocratique, on ne doit pas penser, vous voyez, aux législatives, aux élections locales. On doit penser à ce qui se passe dans 12 jours. Oui. Et les enjeux sont majeurs. Parce que dans la situation internationale qui est la nôtre, avec, à nouveau, ce qui se passe avec la Russie, ce qui se passe avec l'Ukraine, il y a le choix très clair. Est-ce qu'on veut une Europe où la France a toute sa place et une Europe qui se renforce, ou est-ce qu'on veut, comme Mme Le Pen, à nouveau, et je pense qu'il est toujours utile de montrer les deux projets, projet contre projet. Est-ce qu'on veut que la France détricote l'Union européenne, affaiblisse l'Union européenne, en sorte, de fait, puisque Mme Le Pen nous propose une alliance des nations européennes où on paierait la moitié de la cotisation. Ça veut dire qu'on en sort. Emmanuel Macron est le roi du en même temps, tout le monde le sait depuis 5 ans, mais là, il se trouve face quand même à un tiers de la population, enfin de ceux qui ont voté pour Mélenchon, et l'autre pour Marine Le Pen, un peu plus. Donc il va falloir qu'il parle à ses électorats, là. Il parle aux Français. Oui. Et vous voyez, je vous prends un thématique. Non, mais savoir s'il est de droite ou de gauche, il y a un sujet. Mais c'est pas ça. C'est pas la question. C'est pas ma question. Ma question, c'est comment il muscle sa gauche et comment à la fois, si il est élu, comment il répond à l'inquiétude, à la colère, au sentiment de déclassement, de tout ce que vous voulez, du ressenti en tout cas qu'ont certains Français, qui s'est exprimé ou qui s'exprimera dimanche dans 15 jours. J'y reviens. D'abord, on parle aux Français. C'est ça la question. On ne parle pas à des blocs. On parle à des Français qui ont des préoccupations différentes. Ensuite, je vous ai dit, la plus grande réforme sociale qu'on porte, c'est que tous les droits sociaux dans la loi soient dans la vie réelle de nos concitoyens. C'est une très forte réponse. Ensuite, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait au fond des idées de droite et des idées de gauche. Depuis 5 ans, nous récusons cette idée. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un électorat de Mélenchon, un électorat de Marine Le Pen qui structure aujourd'hui la vie politique. Vous me dites comment il muscle sa gauche. Bah oui. Donc il y aurait des gauches et des droites. Je vous donne un exemple. Quand en 5 ans... On va panier... Oui, mais quand en 5 ans, on réduit le chômage. Quand on arrive à faire enfin baisser le chômage des jeunes au plus bas niveau depuis 40 ans. Je sais pas vous dire, je sais honnêtement pas vous dire, si en faisant ça, on a musclé notre droite ou notre gauche. Quand le président porte une politique de plein emploi, quand le président dit on doit donner une solution de garde d'enfants à tous les Français, quand le président dit on essaye d'avoir un système social qui ne soit pas de l'incantation, mais de la réalité sur la feuille de paie. Je ne sais pas si c'est de la droite ou de la gauche. C'est au fond, quelle leçon on tire des votes? On se souvient que Jacques Chirac, qui avait été élu avec 80... On peut parler de social, si vous ne voulez pas dire... Très bien, imaginons, Amélie de Montchalin, en 2017, lors de la précédente présidentielle, Emmanuel Macron avait fait au deuxième tour, 66,10 même, donc enfin 66%, et Marine Le Pen, 34%. Aujourd'hui, les estimations, c'est au mieux pour Emmanuel Macron, 55%, au pire pour Marine Le Pen, 45%. Bon, donc dans un cas, 66, 34, dans l'autre, 55, 45. Si c'est ce scénario qui se produit, Emmanuel Macron a perdu 11 points face à Marine Le Pen, elle en a gagné 11 face à lui. Quelle conclusion vous tirez de ce résultat? Est-ce que vous vous dites juste, il a regagné, l'affaire est entendue, ou est-ce que vous entendez quand même qu'il s'est passé quelque chose? On l'entend pleinement. Et comment vous y répondez? C'est ça la question. On y répond aujourd'hui en menant un combat, en élargissant
et en ouvrant et en dépassant et en considérant que nous avons une responsabilité qui ne pas travailler dans notre parti, entre nous, de rester dans l'entre-soi, mais bien de faire vivre l'unité de tous ceux qui pensent, à nouveau, que la France a un avenir dans l'Europe, qu'on ne peut pas éhontément mentir aux Français avec des solutions qui ne fonctionnent pas, et qu'il nous faut donc bâtir demain, le président l'a dit, sur des sujets majeurs d'intérêt national. Non, mais vous me dites, on y répond aujourd'hui. Si votre réponse est la bonne aujourd'hui, le projet social. Si votre réponse est la bonne maintenant, là, dans l'entre-deux-tours, à ce moment-là, Marine Le Pen ne devrait pas gagner de terrain par rapport à 2017. Si elle en gagne par rapport à 2017, c'est que les réponses que vous apportez à ceux qui soutiennent Marine Le Pen ne sont pas les bonnes. Ce que je vous demande, c'est s'il y a cette progression, est-ce que vous tirerez des conclusions? Est-ce que vous direz, bon, il faut entendre et il faut répondre? La première chose, c'est qu'on prend toutes nos responsabilités. Toutes nos responsabilités. La deuxième chose, c'est qu'on appelle aussi d'autres partis républicains aux leurs. Quand pendant 5 ans, l'ensemble de la classe politique a considéré que une chose qui était donnée, c'est que Marine Le Pen serait au deuxième tour et que, au fond, la personne à faire sortir du débat, c'était Emmanuel Macron, plus personne n'a fait de combat contre l'extrême droite, contre ces solutions qui n'en sont pas. Et aujourd'hui, on a un combat réel. L'opposition a beaucoup accusé Emmanuel Macron de rêver de ce débat parce qu'il était sûr de le gagner. On choisit jamais ses adversaires. Et notre combat a toujours été de répondre dans la vie quotidienne aux enjeux des Français. Aujourd'hui, il y a des peurs, il y a des inquiétudes. Il y a effectivement une inflation qui revient. Mais est-ce qu'on laisse, à nouveau, une femme qui, sans foi ni loi, cherche à récupérer les Français avec des mesures qui sont à la fois inefficaces, qui sont injustes, qui sont inutiles, gagner, au fond, les esprits et faire croire qu'il y a des solutions magiques, évidemment, qui peuvent tout résoudre d'un coup? Ou est-ce qu'on dit aux Français, oui, on va accompagner? Oui, sur la santé, on a encore beaucoup de travail à faire. Oui, sur l'éducation, on a encore beaucoup de travail à faire. La baisse de la TVA sur le carburant. Ça marque les esprits. Très bien. C'est ce qu'elle propose. Marine Le Pen dit TVA, je vais la baisser, vous allez voir, ça va tout résoudre. Faisons méthodiquement le travail. La baisse de la TVA sur les factures de gaz, telle que le propose Marine Le Pen, c'est 240 € de moins sur la facture. La baisse, le bouclier tarifaire que nous avons déjà mis en place, c'est 1 200 € de moins sur la facture d'une famille. Quand Madame pourquoi Le Pen... ça imprime pas alors chez les Français? Parce que je vous le dis. Donc mais vous expliquez pas bien les choses alors aux Français. S'ils trouvent que ce que dit Marine Le Pen est beaucoup plus avantageux, ça veut dire que vous faites mal votre travail de commune. Pas vous, Amélie de Montchalin, mais le gouvernement. On explique, on est au contact. Vous savez, Marine Le Pen a fait quoi aujourd'hui? Elle a été dans un hôtel devant son fan club pour faire des conférences de presse. Le président, il a été au contact de ceux qui aujourd'hui sont encore à convaincre qu'il faut expliquer que c'est pas parce que ça sonne bien, c'est pas parce que baisse de TVA donnerait l'impression que ça va résoudre tous les problèmes, que ça résout les problèmes. C'est le mot magique. Je vous donne un exemple. Oui. Quand Marine Le Pen, sur les fonctionnaires, dit, je le redis, je vais augmenter le pouvoir d'achat. Et qu'ensuite on lui demande, d'accord, mais il y a l'inflation, est-ce que vous dégelez le point d'indice? Elle nous dit non. Moi, je peux vous dire, en responsabilité, avec le président de la République, on a considéré qu'on ne l'avait pas fait parce que l'inflation était faible, mais qu'aujourd'hui, notre devoir et notre responsabilité, pour que le pouvoir d'achat des fonctionnaires soit protégé, c'était de dégeler le point d'indice. Marine Le Pen dit non, moi, j'ai une mesure qui va tout résoudre, 150 à 200 € de plus par mois par Français. Et donc les fonctionnaires sont des Français, ils vont en bénéficier. Personne ne sait aujourd'hui vous dire ce que sont, d'où viennent ces 150 à 200 €. On a aujourd'hui un combat, qui est un combat difficile. Parce que d'un côté, vous avez des solutions qui ont l'air simplistes, qui ont l'air de tout résoudre, et de l'autre, vous avez, si vous les regardez en face, en fait, ce sont des propositions à nouveau qui ne fonctionnent pas. Et donc, ligne à ligne, projet contre projet, on doit démonter ce qu'est ce clan, avec qui il gouvernerait, qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie des Français. Et on doit le faire en rassemblant politiquement. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas d'être de droite ou de gauche que de considérer que la solution TVA de Mme Le Pen ne fonctionne pas. C'est un devoir de vérité avec les Français. Alors, vous évoquiez la conférence de presse de Marine Le Pen aujourd'hui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises d'ailleurs, et elle a à cette occasion évoqué une idée qui n'est pas nouvelle dans sa bouche. Elle propose, d'instaurer la proportionnelle. On va l'écouter tout de suite. Je propose donc d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les députés à l'Assemblée nationale seront élus selon un scrutin de type proportionnel pour au moins 2/3 d'entre eux. Cette réserve du tiers restant permettrait, mais sans toutefois l'imposer, d'instaurer une prime majoritaire. Alors, la proportionnelle, ça a été aussi un débat pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'y était dit favorable. Il y est toujours. François Bayrou l'a réclamé à corps et à cri. C'était même apparemment une promesse dans le cadre de leur accord électoral.
Et elle n'a pas été faite. Parce qu'on s'est heurté au mur politicien du Sénat qui, par deux fois, a refusé qu'une quelconque réforme institutionnelle se produise. Le président candidat l'a dit. On va faire autrement pour qu'on puisse acter cette évolution institutionnelle, non seulement sur la proportionnelle, mais aussi sur d'autres questions de participation, de délibération citoyenne, parce qu'on voit bien qu'on a un lien à créer avec les Français, pas seulement tous les 5 ans. D'ailleurs, il y a un débat sur les 7 ans aussi qui se pose. Ouais, Est-ce qu'on veut allonger la durée pour avoir plus de temps, pour gagner la légitimité? Ce sont des bons débats. Mais le président l'a dit, faisons de manière transpartisane pour ne pas être prisonnier, comme nous l'avons été, d'un mur politicien du Sénat. Et donc c'est un débat. Mais vous voyez, Madame Le Pen, au fond, qui sait ce qu'elle fera vraiment en réalité si elle est là? Un jour, elle nous parle de proportionnel, un jour de référendum. Et on est vraiment dans une campagne sans foi ni loi, oui, mais qui enfin, consiste ça, à récupérer les électeurs sans aucune cohérence. Puisque vous l'avez évoqué, le septennat, en effet, Marine Le Pen a proposé, elle, l'instauration d'un septennat non renouvelable. Et Emmanuel Macron a dit qu'au fond, l'idée du septennat n'était pas mauvaise, mais à condition qu'il soit renouvelable. Mais c'est quand même un peu étrange d'entendre un président de la République dire qu'il est favorable au quinquennat, au septennat, quand il est en train de finir son quinquennat. Bah oui, parce que jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez pas changer les institutions vous pouvez le vous-même. proposer, vous pouvez en parler. C'est un débat qui a été lancé. Il dit voilà, c'est un débat intéressant. Moi, Il attrape les idées au vol. Mais parce que réformer les institutions, ça demande du consensus. Il y a beaucoup de sujets. Il y a des gens qui vous disent donc il faut Marine qu'on Le change. Pen peut proposer de bonnes idées. Mais attendez, Non, Madame mais je ne Le sais Pen pas, si met sur la celle-là, table. il la reprend, vous me dites... Elle nous parle des institutions. Oui. Nous, on a un projet. On a un projet sur la proportionnelle. On a un projet sur la participation citoyenne. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que vous avez eu le Sénat. On a fait le grand débat, oui, on a fait la Convention citoyenne sur le climat, on a annoncé qu'on voulait faire la même chose d'ailleurs sur les questions de bioéthique. Donc, on a fait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a un sursaut collectif quand même qu'on doit avoir. C'est pas parce que Marine Le Pen brandit tous les matins un nouveau mot qu'elle a d'abord, la capacité à les mettre en œuvre. Non, mais c'est une question de représentation, quand et même, deux, évidemment, aujourd'hui, du mais paysage le président politique. a toujours dit, Oui. nous avons à réformer nos institutions. Oui, mais personne ne le fait. Mais parce qu'à un moment donné, vous êtes prisonnier des institutions. Et donc nous, on veut faire autrement. Le groupe de travail transpartisan qu'il propose, c'est précisément pour que les personnes engagées dans ce groupe de travail s'engagent à le faire adopter. N'était pas gêné pour faire la proportionnelle. Ce qui d'ailleurs avait favorisé à l'époque le Front National. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le président considère bien qu'il faut faire une dose impossible. proportionnelle. Il faut aller voir ce que ça veut comme conséquence si c'est proportionnelle intégrale, comment on s'assure qu'on a une majorité, comment aussi le pays fonctionne. Alors, je vous parlais tout à l'heure... Marine Le Pen, ça on lui demande jamais. Mais elle a précisé là aujourd'hui que c'était pas intégral. Elle a parlé des 2 tiers. Voilà. Et donc là, du coup, tout le monde se dit, voilà, c'est formidable. Comment elle le met en œuvre? Est-ce qu'elle le fait par référendum? Est-ce qu'elle passe par le Sénat? Est-ce qu'elle change la composition du Sénat? Et comment elle travaille avec le CESE, qui est aussi une institution intéressante? Tout ça, ce n'est jamais dans le débat. Sur les retraites. Le CESE, alors, préciser, le CESE, c'est le comité économique social et environnemental qui est là, que nous avons fait évoluer en chambre des citoyens. Pour tout le monde, le CESE. Les retraites, vous me fournissez une bonne perche. Emmanuel Macron semble, en tout cas, se détendre sur l'âge de la retraite. Il était question de 65 ans. Et là, il aurait dit, il l'a dit sur une chaîne concurrente, qu'on pouvait en rediscuter et 64 ans pourrait être... C'est pas ce qu'il a dit. Il n'y a aucun scoop dans ce qu'il a dit. Depuis des mois... Enfin, comme par hasard, il le dit, oui, mais il le dit maintenant. Depuis des mois, alors qu'il ne l'avait pas dit. Et il dit qu'il nous faut assurer la pérennité d'une solidarité qui est au cœur de la société française, qui est le système de retraite par répartition. Et il dit 2 choses très claires. Il ne veut pas augmenter les cotisations parce que ça fait moins de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent. Et il ne veut pas baisser les pensions parce que ça fait moins de pouvoir d'achat pour les retraités. Et donc il dit, si on veut assurer notre système, il n'y a pas 50 manières de le faire, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent, plein emploi, et que chacun d'entre nous travaillons un peu plus longtemps. Et donc il a dit, mon objectif c'est d'arriver à un allongement de la durée et donc le départ à 65 ans sur une période assez longue, 2030, avec un rythme progressif. Mais il a annoncé d'emblée que c'était une proposition, qu'il allait demander de la concertation, qu'il y avait beaucoup de paramètres sur lesquels on pouvait évidemment échanger. La retraite minimale à 1 100 €. Comment on continue d'avoir des carrières longues. Et donc ce qu'a dit le président hier, sans aucun scoop, c'est de dire, il y a des États... Il y a un infléchissement. Non, il y a un jour, vous savez, si on va à 65 ans, il y a un jour, on sera à 64 ans. Et ce qu'il dit, c'est qu'un jour, il sera plus président. Arrêter à 64 ans. Non, mais si, c'est ça la nouveauté. Il dit aussi, moi, un jour, je serai plus président. On pourrait négocier, dans le cadre de la concertation, le fait... Ah bah oui, je peux vous le dire. Boutade, évidemment. Oui, évidemment, je peux vous dire qu'un jour, il sera plus président. C'est le principe. On essaie de le faire élire. Mais en 2028, il peut dire, on peut mettre une clause de revoyure pour qu'à ce moment-là, le gouvernement, suivant le sien, évidemment, si on est réélu,
puisse potentiellement revoir les choses. Mais regardez, sur ce sujet-là aussi, qui demande à Mme Le Pen précisément ce qu'elle veut faire sur les retraites? Son programme, c'est de la... La retraite à 60 ans. C'est pas ce qu'elle dit. Si vous regardez bien son programme, c'est à nouveau, c'est de la pure démagogie. Elle nous dit, je veux assurer à ceux qui ont des carrières longues un départ à 60 ans. Le scoop, c'est que ça existe déjà et que ça continuera à exister, le président l'a dit. Pour ceux qui ont Ensuite, travaillé elle dit, tôt. Okay. Pour les gens qui auront 42 annuités, ils pourront partir à la retraite dès 62 ans. D'accord, mais vous avez commencé à travailler à 23 ans. 23 plus 42, ça fait 65. Mais ça, elle a oublié de le dire. Et donc, moi, ce qui m'étonne dans ce débat, nous, on est tout à fait prêts à expliquer ce qu'on fait, la manière dont on le fait, la concertation qu'on veut mener, les bornes, les paramètres, le rythme. On a dit peut-être 4 mois de plus par an. Si la concertation aboutit à 3 mois de plus par an, ben, c'est des choses dont on peut parler. Mais Mme Le Pen, elle, ça ne gêne personne, ça passe comme une lettre à la poste. Si elle veut 42 annuités et que vous avez commencé à travailler à 23 ans, 23 plus 42 égale 65. Là, les 65 ans reviennent. Plus personne n'en parle. Mais c'est pas la même chose d'arriver en disant on veut faire une réforme de retraite, on va en discuter avec les partenaires sociaux, on verra comment pour faire en sorte que ça brusque le moins possible, ou de dire c'est 65 ans et c'est donc 4 mois de plus par an, puisque c'est quand même ça qu'avait présenté Emmanuel Macron. Oui, maintenant, il dit j'entends les inquiétudes et donc on pourrait peut-être aller plus modérément. On est au cœur du paradoxe de la Ve République. Il y a quelques mois maintenant, quelques années même, on a présenté un projet et l'ensemble de la classe politique nous a dit voilà, il faut du dialogue social beaucoup plus, il faut qu'on concerte beaucoup plus. Il y a eu des concertations, il y a un dialogue social, la crise du Covid est arrivée, ça s'est arrêté. Le président, là, vous voyez, prend la chose de manière totalement inverse. Il dit voilà, j'ai deux encres de choses qui ne peuvent pas bouger. On ne baisse pas les pensions, on n'augmente pas les cotisations. On veut garder la répartition, il faut qu'on ait du dialogue social. Et donc voilà les sujets sur lesquels on peut avoir des débats sur le rythme, etc. Madame Le Pen, vous l'avez déjà entendu parler de dialogue social ? Vous l'avez déjà entendu parler de concertation? Vous l'avez déjà entendu parler de 42 annuités quand on travaille à 23 ans, ça veut dire quoi? La décote, qu'est-ce qu'elle en fait? Jamais. Les femmes qui aujourd'hui dans le système actuel doivent attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein parce qu'elles ont eu des carrières hachées. Quand le président dit tout le monde ira à 65 ans et plus à 67, c'est un progrès. Quand la retraite minimale est à 1 100 €, c'est un progrès. Marine Le Pen n'en parle pas. Amélie de Montchalin. Donc, vous voyez la démagogie. Frédéric et moi, on n'est pas experts comptables, ni non, mais je pense ni les téléspectateurs. Enfin, peut-être, hein, mais on n'a rien contre les experts comptables. Surtout rien. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous critiquez Marine Le Pen. Certes, c'est votre droit d'opposante, mais pour le coup, elle a, même si c'est pas faisable, vous dites c'est pas tout ce qu'elle raconte, ce sont des fariboles, mais elle marque les esprits. Emmanuel Macron, comment fait-il en 15 jours pour marquer les esprits et dire cette fois je fais des réformes sociales et je dis ce que je fais et je ferai ce que je dis? D'abord, quel est le message? Le message, c'est on a eu une action. Voilà ce qu'on a fait pendant 5 ans. Voilà ce qu'on veut continuer à faire. Mais tout a été brouillé par le Covid, par... je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas brouillées dans la tête des Français. On ne parle plus de chômage. Depuis combien d'élections présidentielles on ne parle plus de chômage? Enfin, on en parle plus. Mais les gens, Amélie de Montchalin, les gens ont le sentiment d'être malheureux. Alors... Peut-être que c'est comme la météo, c'est un ressenti. Les présidents de la République, il y a une chose, je peux vous dire, dans tous les pays où on se dit que les présidents de la République allaient faire le bonheur des gens, en général, ça finit très mal. Oui. On n'est pas là pour faire, on est là pour faire la justice sociale. Des jobs qui sont mal payés, d'avoir des mauvais jobs. Très bien. Le président, sur ce point, il dit quoi? C'est ce qu'on entend quand il est face aux Français. C'est ce que les gens leur disent. J'ai une petite retraite, j'ai un petit salaire, j'ai pas été augmenté, mon pouvoir d'achat. Qu'est-ce que dit le président? C'est le sujet qui revient. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. On croit en l'industrie. On croit au fait que quand une entreprise distribue des dividendes à ses actionnaires, elle sera désormais obligée de distribuer aussi des dividendes à ses salariés. C'est du vrai pouvoir d'achat durable. On croit que le meilleur pouvoir d'achat, c'est le travail. Donc, c'est la formation. Donc, c'est ce qu'on a fait dans des réformes majeures. L'apprentissage. Madame Le Pen, vous me dites, elle touche les gens. Mais elle a revêtu un masque de grande gentillesse. Vous dites qu'elle est en tenue de camouflage? Évidemment qu'elle est en camouflage. Elle a fait dire les choses racistes, les choses xénophobes sur l'immigration à Éric Zemmour. Elle les a fait dire ou elle lui a fait dire. Elle l'a laissé dire. Oui, mais regardez, vous voulez dire qu'il a fait le sale boulot, c'est ça? Ça revient au galop. Sur le droit d'asile. Le droit d'asile. On a aujourd'hui des centaines de milliers, des millions d'Ukrainiens qui fuient un pays en guerre. Madame Le Pen nous dit, de manière très sereine, pour moi, le droit d'asile, ça se demande dans son pays d'origine. Ça veut dire quoi? Si on suit Madame Le Pen, les Ukrainiens doivent faire leur demande d'asile à Kiev.
un maillot Paul. C'est ça qu'elle propose. Il faut démasquer ce projet. Il faut montrer en quoi il n'est ni humaniste, évidemment pas européen, en quoi il est inefficace, et dire que c'est pas parce que vous mettez un masque de gentillesse et de bonheur, comme vous dites, que vous allez faire le bonheur des gens. Toute l'extrême droite, c'est quoi? Ça tient en deux choses. Vous décrivez les inquiétudes des gens, et vous n'avez en face, en fait, aucune proposition qui fonctionne. Et la deuxième chose... Mais vous donnez le sentiment que vous allez y répondre. Et oui, mais la politique, la vie quotidienne, la responsabilité politique, c'est pas une histoire de sentiment. C'est est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes aussi ancré dans votre temps, dans l'Europe, dans les crises qu'on doit affronter? L'écologie, par exemple. Parlons de l'écologie. Non, Crise majeure devant de nous. l'Europe, s'il vous plaît. Non, mais l'écologie, c'est très lié à l'Europe. Oui. Qu'est-ce que veut faire Marine Le Pen? Démonter les éoliennes, financer moins le renouvelable. Mais alors, ça nous rend plus dépendants encore au gaz russe. L'Europe, c'est vraiment l'un des angles d'attaque d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui l'accuse en fait clairement de vouloir toujours sortir de l'Union européenne, mais de ne plus oser le dire. Qu'est-ce qui vous conduit à dire ça? Qu'est-ce qu'il y a dans son programme qui, pour vous, reviendrait inexorablement à nous faire sortir de l'Union européenne? Il y a deux choses dans son programme qui fait plus de 1000 pages. Et je pense qu'on a tous intérêt à bien le lire. Je précise qu'elle dit je veux négocier les points en question, c'est-à-dire la contribution française au budget européen. Et qu'est-ce qui se passe si elle ne gagne pas la négociation? C'est aussi une question qu'il faut qu'on lui pose. Pardon? Elle dit deux choses. Elle dit, d'abord, ça coûte trop cher l'Europe aux Français, je veux diviser par deux la contribution. Bon, moi, je ne connais pas de club où vous décidez de manière autonome de diviser votre contribution, votre cotisation par deux, et vous pouvez rester membre du club. Elle dit, d'abord, ça coûte trop cher, il faut faire des économies. Je ne sais pas si on fait des économies honnêtement aujourd'hui, alors qu'on doit renforcer l'Europe et qu'on voit à quel point l'Europe unie doit pouvoir peser, notamment face à M. Poutine. Deuxième chose qu'elle dit, qu'elle ne croit pas à l'Union européenne telle qu'elle est organisée aujourd'hui et qu'elle veut créer une alliance des nations européennes. Bon, l'alliance des nations européennes, je ne sais pas avec qui elle fait cette alliance aujourd'hui. Je ne suis pas du tout sûre, et je peux m'être assez persuadée, j'en ai été, vous savez, ministre des Affaires européennes pendant quelques mois et quelques années. L'Allemagne n'a aucune envie de faire une alliance des nations européennes. L'Italie n'a aucune envie de faire une alliance des nations européennes. Peut-être que M. Salvini veut faire une alliance telle. Peut-être que M. Orban veut faire une telle alliance. Mais les pays dont Mme Le Pen imagine qu'on peut faire une alliance, je peux vous dire, ils sont très contents, l'Union européenne d'aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des choses à réformer. Le président le fait depuis 5 ans. Regardez son discours de la Sorbonne. Ce n'était pas un discours complaisant, ce n'était pas de dire tout fonctionne bien, il n'y a rien à faire. C'était au contraire de dire on doit se renforcer pour investir ensemble. C'est le plan de relance européen. On doit investir ensemble sur l'industrie. Et on est en train de le faire sur les batteries, sur l'hydrogène. Dans le discours de la Sorbonne, on doit pouvoir, sur des sujets décisifs de défense, créer une défense européenne. C'est en train de se déployer parce qu'on a travaillé pendant 5 ans. Sous l'effet de la guerre en Ukraine. On avait commencé au Mali ensemble. Oui, enfin, ça a beaucoup accéléré le mouvement. Et ça a beaucoup accéléré. Oui, on dit l'Europe se construit dans les crises. Oui, elle s'est construite, elle s'est renforcée par le Covid. Il nous reste assez peu de temps, je vous précise. Moi, je voudrais vous poser une question sur l'affaire McKinsey, puisque il y a l'ouverture d'une information judiciaire, donc sur ces cabinets qui ont été utilisés. Sur la partie fiscale. Voilà, sur la partie fiscale. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui, alors d'autres présidents, d'autres gouvernements font appel à ces cabinets. Si Emmanuel Macron est réélu, est-ce qu'il faut continuer ce modus operandi, on va dire? C'est-à-dire de ce sujet, et c'est faire appel à ces cabinets privés. Un sujet de débat qu'on n'esquive absolument pas. Quelles sont les compétences qu'on a dans l'État? Et donc, quelles sont les compétences potentiellement qu'on renforce pour ne pas avoir à faire appel à des prestataires Parce que les Français disent on a des fonctionnaires. Pourquoi ils ne font pas le job? Les fonctionnaires, ils ne savent pas tout faire le même jour, en même temps, quand il y a une crise qui arrive. Il y a des moments où on a besoin de renfort. Il y a des moments où on a besoin de compétences qu'on n'a pas. Il y a des moments où on a besoin d'un regard extérieur. Ça, c'est un bon débat. Mais vous me parlez de ce sujet. Pas pour ça, je crois. Parce que depuis des semaines et des semaines, il y a sur deux les sujets. réseaux Il y a l'utilisation et le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts. Et puis il y a un troisième sujet. C'est que sur les réseaux sociaux, tout un tas de gens proches d'Éric Zemmour, proches de Marine Le Pen, ont expliqué de manière là aussi mensongère que nous aurions fait appel à un cabinet américain pour 1 milliard d'euros, qu'au fond, nous les ministres, nous serions devenus les pantins, les marionnettes d'un parti d'étrangers. Autant de vieilles recettes et de ficelles de l'extrême droite qu'il nous faut regarder en face. Le débat sur comment on organise l'État... Le chiffre presque 1 milliard d'euros sur 2021, tout cabinet conseil confondu, celui-là, il est juste? Il est juste, sachant que 2/3 de ce montant, c'est de l'aide à la transformation numérique de l'État, de l'aide à la transformation cyber de l'État. Et donc là aussi, il y a un rapport du Sénat qui est un travail précis, sérieux. On a évidemment fait la totale transparence. Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Honnêtement,
Pas parce que le Sénat fait un travail... on n'en parle plus beaucoup ces derniers jours. Oui, mais pourquoi on en a parlé? Ouais. Parce que, vous voyez, c'est les vieilles recettes de l'extrême droite. Au fond, les ministres des pantins, il y aurait un parti d'étrangers qui gouvernerait et faire croire aux Français qu'au fond, l'État n'existe plus, que sa légitimité a été sapée. Et tout ça, c'est les vieilles recettes de l'extrême droite qu'il faut aussi là démonter. Il nous reste 2 minutes, Amélie de Montchalin. Question très concrète. Est-ce que vous savez à quelle date, quand va avoir lieu le débat d'entre-deux tours, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous savez si... Oui, c'est mercredi de la semaine prochaine, c'est ça, mais je voulais vous faire confirmer. Est-ce que Emmanuel Macron a exprimé des exigences sur le choix des journalistes qui vont l'animer? Alors... Je n'en connais la date. Votre connaissance. Je n'ai pas connaissance de l'organisation et des modalités. C'est un moment démocratique majeur parce que ça va être un moment où, d'ailleurs, vous m'avez posé beaucoup de questions, mais où le président candidat pourra, dans un débat projet contre projet, vision contre vision, conséquence pour les Français, montrer que ce que propose Marine Le Pen, c'est beaucoup, au fond, d'usurpation, beaucoup de manipulation. Beaucoup de maniements des peurs et des inquiétudes qui sont légitimes, mais auxquelles elle n'apporte aucune réponse crédible. Dernière chose très anecdotique. Est-ce que vous imaginez pouvoir avoir très envie d'emmerder quelqu'un affectueusement? Quand Georges Pompidou... Non, c'est pas Georges Pompidou. Quand Georges Pompidou dit à l'époque... Mais non, c'est pas ça. Vous voyez bien le contraste quand Emmanuel Macron dit « Oui, mais quand je dis que j'avais envie de les emmerder, c'était affectueux, entre guillemets ». Est-ce que c'est possible d'avoir envie d'emmerder affectueusement? Chacun d'entre nous utilisons les mots dans les circonstances. Je crois que le président s'est beaucoup exprimé sur ce sujet. Oui, ben encore hier, parce qu'il a été interpellé là-dessus. Oui, mais regardez, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est un président qui parle spontanément, directement, ou est-ce que c'est, à nouveau, des gens qui viennent vous expliquer qu'on fait polémique de tout? Je crois que le président a très clairement dit ce qu'il avait à dire sur le sujet, et Georges Pompidou lui-même avait utilisé ce terme, et je crois que c'était assez affectueux. Oui, bien entendu. Dans la mais parce que lui disait, il ne faut pas emmerder les Français. Oui, mais il ne le disait pas aux Français, il le disait dans le bureau. Et il disait qu'il ne fallait pas les emmerder, ce qui est exactement le contraire de ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Vous voyez bien la différence tout de même. Je peux vous dire que, encore hier... c'est une vieille histoire, bon. Ça a fait à la fois rire et grincer des dents hier. Bon, on vous a pas trop emmerdé. On a terminé. C'était très utile qu'on puisse débattre. Et donc, sur ce sujet, mais vous voyez, sur le Covid... c'est fini. Je suis désolé, mais oui, il reste 10 secondes. Et alors, c'est moi qui contrôle le temps. Le maître des horloges. Merci Amélie de Montchalin. Merci à Camille Néran et à Flore Simon et à toute l'équipe technique. Merci à vous.